Les magnolias étaient en pleine floraison par cette soirée humide d'avril. Leur parfum sucré dérivait à travers les grilles en fer forgé du manoir Harper. Mais à l'intérieur de ces grilles, quelque chose d'amer se préparait. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce où vous saviez que vous n'étiez pas le bienvenu, où chaque regard semblait un jugement, chaque murmure comme un poignard dans votre cœur? Bienvenue. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, écoutez cette histoire. Emma Harper se tenait au bord de l'allée circulaire, serrant la petite main de son fils Lucas. L'enfant de 6 ans levait les yeux vers les colonnes imposantes du manoir de son grand-père, avec de grands yeux émerveillés. Emma sentit son estomac se nouer. Elle n'aurait pas dû être là. Chaque instinct lui criait de faire demi-tour et de s'en aller. Mais Lucas méritait mieux que ses peurs. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt. Papier couleur crème avec des lettres dorées élégantes. Le gala caritatif, annuel de la Fondation familiale Harper. Emma l'avait lu 5 fois avant de croire qu'elle était réelle. Après 2 ans de silence de la part de la famille de son ex-mari, pourquoi maintenant? Elle lissa sa robe noire. C'était la plus belle chose qu'elle possédait, achetée dans une boutique d'occasion du centre-ville pour $40. Elle avait économisé pendant 3 mois. Les portes de chêne massif s'ouvrirent. Une femme en perles avec un sourire entendu apparut. « Emma, chérie, si heureuse que tu aies pu venir. » Janet Reeves, l'ex-belle-sœur d'Emma, mariée au frère aîné de David, Richard. Le sourire de Janet n'atteignait jamais ses yeux. Il ne l'avait jamais fait. « Merci de nous avoir invités, » répondit Emma doucement. Le regard de Janet balaya la robe d'Emma, ses chaussures, ses bijoux simples. Emma se sentit rapetissée sous ce scrutin. Bien sûr. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Les mots dégoulinaient de fausse douceur. À l'intérieur, le manoir bourdonnait de conversations et de tintements de cristal. L'élite de Savannah se mélangeait sous des lustres scintillants. Des femmes en robe de créateurs riaient poliment. Des hommes en costume sur mesure discutaient d'affaires et de politique. Emma avait oublié à quel point ce monde pouvait être suffocant. Elle guida Lucas vers la table des rafraîchissements. Peut-être pourrait-il prendre de la nourriture et trouver un coin tranquille. Rester invisible jusqu'à ce qu'il soit acceptable de partir. C'est alors qu'elle entendit la conversation qui allait tout changer. « Je ne peux tout simplement pas croire cette audace », disait Janet à un petit groupe de femmes près du grand escalier. Sa voix portait malgré sa tentative de chuchoter. Emma se figea. Lucas tira sa main, mais elle ne pouvait pas bouger. Les mères célibataires de nos jours s'attendent à ce que tout le monde résolve leurs problèmes, continua Janet. Prenez Emma par exemple, l'ex-femme de David. Elle se présente ce soir probablement en espérant une sorte d'aumône. Les joues d'Emma brûlaient. Son cœur martelait contre ses côtes. Une des femmes, Madame Patterson du Country Club, hocha la tête avec sympathie. Cela doit être si difficile pour votre famille. Devoir gérer ce genre de situation. Désespérée, vraiment, soupira Janet dramatiquement. Travaillant plusieurs emplois, traînant ce pauvre enfant d'un appartement à l'autre. J'ai entendu qu'elle avait été serveuse, femme de ménage, même nettoyer des bureaux la nuit. Pouvez-vous imaginer? Le groupe fit des bruits appropriés de consternation. Emma voulait disparaître, fondre dans le sol de marbre et ne jamais être revue. Bien sûr, nous avons essayé d'aider, continua Janet. Mais il n'y a qu'une limite à ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui manque d'éducation, de classe, de la compréhension fondamentale de la façon dont fonctionnent les familles convenables. Lucas regarda Emma avec inquiétude. « Maman, pourquoi pleures-tu » Elle ne pleurait pas, pas encore. Mais sa vision s'était brouillée et sa gorge semblait crue. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre écoutait aussi. Monsieur Harold Carlyle se tenait partiellement caché derrière l'une des colonnes massives du manoir. L'avocat de la famille était arrivé tôt pour discuter des affaires de la fondation avec le patriarche Harper. Au lieu de cela, il se retrouvait témoin de quelque chose qui glaça son sang. Carlyle connaissait la famille Harper depuis 37 ans.
Il avait géré leurs affaires légales à travers les mariages, naissances, accords commerciaux et décès. Il se targuait de discrétion et de loyauté. Mais ça, c'était inadmissible. Il regarda le visage d'Emma s'effondrer. La regarda essayer de maintenir sa composure pour son fils. Regarda ses épaules se redresser avec cette dignité familière alors qu'elle chuchotait quelque chose de réconfortant au garçon. Carlyle avait vu cette même force tranquille auparavant, chez le père d'Emma, Thomas Mitchell. Thomas était parti depuis 8 ans maintenant, crise cardiaque à 52 ans. Mais Carlyle se souvenait de lui vivement. Charpentier de métier, Thomas avait travaillé sur les rénovations du domaine Harper pendant près d'une décennie. Plus que cela, il avait été un ami du vieux William Harper quand l'amitié signifiait quelque chose de réel. Les deux hommes avaient passé d'innombrables soirées sur la véranda arrière du manoir, partageant whisky et histoire, parlant de leurs enfants, leurs rêves, leurs peurs. William Harper n'avait jamais oublié la gentillesse de Thomas pendant la dernière maladie de sa femme. Quand tous les autres offraient des condoléances vides, Thomas était simplement venu, jour après jour, pour réparer des choses dans la maison, pour écouter, pour être présent. C'est pourquoi William avait fait l'amendement à son testament, un amendement que Janet ne connaissait manifestement pas. Carlyle rajusta sa cravate et prit une décision qui allait altérer la trajectoire de plusieurs vies. Le lendemain matin, Emma était assise dans sa minuscule cuisine, fixant sa tasse de café. Elle avait à peine dormi. Lucas était à l'école, et la maison semblait étrangement silencieuse. Les mots de Janet se répétaient dans son esprit. Manque d'éducation, de classe. Peut-être avait-elle raison. Emma avait grandi dans un quartier modeste de l'autre côté de la ville. Son père avait travaillé de ses mains. Sa mère avait pris du linge à laver pour joindre les deux bouts. Après le divorce, Emma avait lutté pour construire une vie à partir de rien. Elle était serveuse, femme de ménage. Quelqu'un qui nettoyait des bureaux dans les heures sombres avant l'aube. Était-ce quelque chose dont il fallait avoir honte? La sonnette retentit. Emma faillit ne pas répondre. Elle n'attendait personne, et les visiteurs inattendus signifiaient généralement de mauvaises nouvelles. Factures, problèmes, complications qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais la sonnette retentit à nouveau, puis une troisième fois. Elle ouvrit la porte pour trouver un gentleman âgé en costume bleu marine impeccable. Cheveux argentés, yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et une expression de profonde tristesse. « Madame Harper, mon nom est Harold Carlyle. Je suis l'avocat du domaine de la famille Harper. Je me demande si nous pourrions parler en privé. » Les mains d'Emma devinrent froides. « Lucas va bien? Il s'est passé quelque chose à l'école. » « Non, non, rien de tel. Votre fils va bien. Cela vous concerne directement. Puis-je entrer? » Le salon d'Emma était petit mais impeccable. Meubles d'occasion arrangés soigneusement pour créer de la chaleur malgré leur âge évident. Des photos de Lucas couvraient un mur. Ses œuvres d'art de l'école décoraient le réfrigérateur visible depuis l'entrée. Carlyle remarqua tout. Le tapis usé nettoyé à la perfection. Les rares livres sur la table basse, manifestement lus plusieurs fois. Le coussin raccommodé qui montrait les efforts d'Emma pour faire de cet espace modeste un foyer. « Madame Harper, j'étais au gala hier soir », commença-t-il prudemment. Le visage d'Emma rougit. « Monsieur Carlyle, je suis désolé si j'ai dit ou fait quelque chose d'inapproprié. Je sais que je n'aurais probablement pas dû être là. Arrêtez. » Sa voix était ferme mais douce. « Vous avez tout à fait le droit d'être là. Plus le droit que la plupart des gens dans cette pièce. » Emma fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Carlyle se pencha en avant dans sa chaise. « Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais je crois que c'est une information que vous méritez d'avoir. » Il fouilla dans sa mallette et sortit un dossier Manila. « Votre père, Thomas Mitchell. Il était plus qu'un simple entrepreneur pour la famille Harper. Il était un ami cher de William Harper, le patriarche de la famille. Quand William est mort il y a 5 ans, il a laissé des dispositions spécifiques dans son testament vous concernant, vous et votre fils.
Le monde d'Emma bascula. Des dispositions? William a établi un fonds de fiducie pour l'éducation et l'avenir de Lucas. De plus, il vous a laissé un héritage substantiel, en reconnaissance de l'amitié et du service de votre père à la famille. La pièce sembla soudain plus petite. Emma n'arrivait plus à respirer. Ça ne peut pas être vrai. C'est vrai. La fiducie vaut approximativement 200 000 $. Votre héritage est suffisant pour assurer la sécurité financière pour vous et Lucas. Emma se leva brusquement, allant vers la fenêtre. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit avant? L'expression de Carlyle devint troublée. C'est là que la situation devient compliquée. La famille est au courant de ces dispositions depuis la mort de William. Cependant, certains membres ont choisi de ne pas vous en informer. Ils espéraient que la prescription annulerait d'une manière ou d'une autre le testament. Certains membres désignant Janet. Je ne peux pas porter d'accusation spécifique, mais je dirais qu'après ce dont j'ai été témoin hier soir, je me suis senti moralement obligé de m'assurer que vous connaissiez vos droits. Emma se retourna pour lui faire face. Qu'avez-vous exactement vu? J'ai entendu Madame Reeves dénigrer votre caractère et vos circonstances devant d'autres invités. Rendant clair qu'elle vous voyait comme une opportuniste cherchant des aumônes de la famille. L'humiliation de la soirée précédente s'abattit à nouveau sur Emma. Mais maintenant, elle se mélangeait à autre chose. La colère. Elle savait, n'est-ce pas, pour le testament. Je le crois. Madame Reeves a été présente à plusieurs réunions familiales où le domaine était discuté. Elle a activement découragé tout contact avec vous, ou Lucas. Emma se laissa retomber dans sa chaise. Pourquoi ferait-elle ça? Carlyle hésita. Il avait vu assez de drames familiaux pour comprendre les dynamiques en jeu. Madame Reeves a 2 enfants à elle. Elle voit tout héritage vous revenant comme de l'argent pris au sien. De plus, elle connaît quelques difficultés financières, dont la famille n'est pas pleinement consciente. Quel genre de difficultés? Ce n'est pas à moi d'en discuter. Mais je dirais que son intérêt à limiter votre accès au domaine Harper va au-delà d'une simple aversion personnelle. L'esprit d'Emma s'emballa. L'avenir de Lucas, son avenir, les années de lutte, travaillant plusieurs emplois, se sentant comme un échec. Que se passe-t-il maintenant? C'est entièrement à vous de décider. Vous pouvez réclamer votre héritage à tout moment. Le processus légal est simple. Cependant, je dois vous avertir que poursuivre cela pourrait créer un conflit significatif au sein de la famille. Emma regarda les photos de Lucas sur son mur, son sourire radieux dans ses photos d'école, l'œuvre d'art qu'il créait avec tant de soin et de fierté. « Monsieur Carlyle, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous? Vous travaillez pour la famille Harper. Ne serait-ce pas plus facile de juste laisser tomber? » L'avocat âgé resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix portait le poids des années. « J'exerce le droit depuis 42 ans, Madame Harper. J'ai vu des familles déchirées par l'avidité. J'ai regardé de bonnes personnes détruites par ceux qui ont plus de pouvoir et moins de scrupules. Votre père était l'un des hommes les plus fins que j'ai jamais connus. Le fait que sa fille ait été traitée avec une telle cruauté désinvolte. Cela viole tout ce en quoi je crois sur la justice et la décence. » Il se leva, laissant le dossier sur sa table basse. « Prenez le temps d'y réfléchir. Quand vous serez prête à procéder, appelez-moi. » Après son départ, Emma resta assise en silence pendant plus d'1 heure. Elle pensa à son père, parti trop tôt. Aux nuits où il rentrait épuisé du labeur physique, mais prenait encore le temps de l'aider avec ses devoirs. À ses mains, cicatrisées et usées par les intempéries, mais toujours douces quand elle lissait ses cheveux ou essuyait ses larmes. Elle pensa à Lucas, qui ne se plaignait jamais quand le dîner était encore des sandwichs au beurre de cacahuètes, qui portait des vêtements d'occasion sans questionner, qui disait à ses amis que sa maman était la personne la plus forte qu'il connaissait. Elle pensa aux mots de Janet. Manque d'éducation, de classe. Peut-être qu'Emma n'avait pas d'éducation dans le sens de Janet, mais elle avait autre chose. Quelque chose que son père lui avait enseigné. La dignité, l'intégrité, la connaissance que la valeur d'une personne ne se mesure pas par son compte en banque ou son adresse.
Ce soir-là, quand Lucas rentra de l'école, Emma prépara son dîner préféré. Macaroni au fromage avec des saucisses coupées. Ils mangèrent à leur petite table de cuisine pendant qu'il lui raconta sa journée. « Maman, le papa de Tyler est venu parler à notre classe d'être docteur. Il avait un vrai stéthoscope et tout. Ça semble intéressant, mon chéri. Tu penses que mon papa pourrait venir parler à notre classe un jour? De ses affaires ?» La poitrine d'Emma se serra. David avait rendu visite à Lucas exactement 3 fois dans la dernière année. Toujours brièvement. Toujours avec une excuse pour partir tôt. On verra, bébé. Ou peut-être que tu pourrais venir parler de tes emplois. Tu as beaucoup d'emplois différents. Emma regarda le visage sérieux de son fils. Il ne voyait pas de honte dans son travail. Il voyait de la force, de la capacité, une maman qui faisait tout ce qui était nécessaire pour prendre soin de lui. Il était peut-être temps qu'elle commence à se voir de cette façon aussi. Cette nuit-là, après que Lucas fut endormi, Emma appela sa meilleure amie Maria. « Ma fille, tu sonnes différemment, » dit Maria immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Emma lui raconta tout. Le gala, la cruauté de Janet, la révélation de M. Carlyle sur l'héritage. Putain, Emma, c'est énorme. Je sais, mais j'ai peur. Peur de quoi? De me battre contre des gens qui ont plus de pouvoir que moi. Que Lucas soit pris au milieu. De rendre tout pire. Maria fut silencieuse un moment. Puis, Emma, tu te souviens quand nous étions enfants et tu as trouvé cet oiseau blessé dans ton arrière-cour? Le moineau avec l'aile cassée? Ouais, ta maman voulait juste l'achever. Elle disait qu'il ne survivrait jamais de toute façon. Mais tu as refusé. Tu as recherché comment en prendre soin. Tu l'as nourri avec un compte-gouttes. Tu as fait un petit nid dans une boîte à chaussures. Emma sourit malgré son anxiété. Pip, Pip. Tu as nommé cet oiseau Pip et tu as lutté pour sa vie chaque jour pendant des semaines. Et il s'est envolé finalement. Il l'a fait, parce que tu n'as pas laissé les opinions des autres sur ce qui était possible définir ce que tu étais prête à essayer. Emma sentit les larmes monter. C'est différent, Maria. Non, ce n'est pas le cas, c'est la même chose. Toi te battant pour quelque chose que tu aimes. La seule différence, c'est que maintenant c'est l'avenir de ton fils au lieu d'un oiseau. Après qu'elles eurent raccroché, Emma s'assit dans son salon, regardant le dossier de M. Carlyle. À l'intérieur, il y avait des copies de documents légaux, le testament de William Harper, documents de fiducie, déclaration financière qui lui donnait le vertige. Mais il y avait aussi une lettre manuscrite. À Emma Mitchell Harper, commençait-elle dans une écriture tremblante mais élégante. Au moment où vous lirez ceci, je ne serai plus là. J'espère que ma famille a honoré mes souhaits vous concernant vous et votre fils. Votre père était l'un des hommes les plus fins que j'ai jamais eu le privilège de connaître. Dans mon heure la plus sombre, quand ma bien-aimée Margaret mourait, Thomas était là. Pas parce qu'il nous devait quelque chose, pas parce que cela lui profiterait, mais parce que la gentillesse était simplement qui il était. J'ai vu cette même gentillesse en vous pendant les brèves fois où nous nous sommes rencontrés. La façon dont vous parliez au personnel domestique avec respect. La façon dont vous incluiez tout le monde dans les conversations. La façon dont vous faisiez rire mon fils David d'une manière que nous n'avions pas entendue depuis des années. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à votre mariage avec David. Mais je sais que vous êtes le genre de personne dont ce monde a besoin de plus. Vous êtes le genre de mère que chaque enfant mérite. Et vous êtes le genre de femme qui honore l'héritage de son père chaque jour. Cet héritage n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. C'est une reconnaissance de valeur. Votre valeur. La valeur de votre fils. La valeur de votre père. Utilisez-le bien. Construisez la vie que vous méritez. Avec un profond respect et affection, William Harper. Emma pleura alors. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un endroit qu'elle avait gardé verrouillé pendant des années. Elle pleura pour son père, parti trop tôt. Elle pleura pour les années de lutte et de doute de soi. Elle pleura pour Lucas, qui n'avait jamais su ce que c'était d'avoir assez.
Elle pleura pour la fille qu'elle avait été, qui avait cru que l'amour pouvait tout conquérir. Et elle pleura pour la femme qu'elle devenait, qui apprenait que parfois l'amour signifiait se battre. Le lendemain matin, Emma appela M. Carlyle. « Je veux procéder, » dit-elle simplement. « Je suis content de l'entendre. Quand aimeriez-vous nous rencontrer pour commencer les papiers? » « Aujourd'hui, si possible. Mais Monsieur Carlyle, je veux faire ça correctement, je veux être complètement transparente sur tout. Que voulez-vous dire? Je veux le dire à la famille moi-même, avant qu'on dépose quoi que ce soit de légal. Ils devraient l'apprendre de moi, pas des documents de cour. » Carlyle fut silencieux un moment. « Madame Harper, j'admire votre intégrité, mais je dois vous avertir, ça pourrait rendre les choses plus difficiles. Il pourrait essayer de vous dissuader, ou pire, il pourrait tenter de contester le testament. »« Laissez-les essayer, » dit Emma, se surprenant elle-même par l'acier dans sa voix. « Mon père m'a enseigné que faire la bonne chose n'est pas toujours la chose facile. » 2 jours plus tard, Emma se retrouva de nouveau au manoir Harper. Mais cette fois, elle n'était pas invitée. Elle avait appelé à l'avance, parlant à la secrétaire de Richard pour demander une réunion familiale. Elle avait été polie mais ferme. Cela concernait Lucas, qui était leur famille aussi, qu'ils veuillent le reconnaître ou non. Maintenant, elle était assise dans l'ancien bureau de William Harper, entourée de David, Richard, Janet et les enfants adolescents de Richard, Michael et Sarah. David semblait mal à l'aise. Il avait à peine fait du contact visuel avec Emma quand elle était arrivée. Richard paraissait agacé d'avoir sa journée interrompue. Janet avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Les adolescents semblaient curieux plus qu'autre chose. « Merci à tous d'avoir accepté de me rencontrer », commença Emma. « Bien sûr, » dit Richard raidement, « bien que je ne sois pas sûr de ce qui nécessite tant de formalités. Si vous avez besoin de quelque chose pour Lucas, sûrement un coup de téléphone suffirait. » Emma prit une respiration. « Il s'agit de Lucas et de moi, et de quelque chose que j'ai récemment appris concernant le testament de votre père. » Janet devint très immobile. « Quoi à propos du testament ?» demanda David. Emma regarda directement Janet. « Je sais pour le fonds de fiducie et l'héritage. » La pièce explosa. Richard commença à poser des questions en rafale sur qui lui avait dit et ce qu'elle pensait exactement savoir. David semblait genuinement choqué, suggérant qu'il n'avait pas été informé non plus. Les adolescents semblaient confus. Mais Janet semblait prise. « C'est ridicule, » dit-elle bruyamment. « Qui vous a rempli la tête avec ces idées? Quelque avocat chasseur d'ambulance cherchant à faire des problèmes? » « Harold Carlyle me l'a dit, » dit Emma calmement. La pièce devint silencieuse. « Oncle Harold ?» demanda Sarah. « Mais il est notre avocat depuis toujours. »« C'est scandaleux, » continua Janet. Mais sa voix avait maintenant un bord désespéré. Même s'il y avait quelques dispositions, sûrement c'était conditionnel. Sûrement il y avait des exigences qui n'ont pas été rencontrées. Emma sortit des copies des documents. « Aimeriez-vous les réviser ?» Richard tendit la main vers les papiers, son expression devenant plus sérieuse en lisant. « Jésus, » marmonna-t-il, « papa a vraiment fait ça. » David se pencha par-dessus l'épaule de son frère. « De combien parlons-nous ?»« Ce n'est pas le point, » interrompit Emma. « Le point c'est que votre père voulait pourvoir à Lucas. Il voulait s'assurer que mon fils ait des opportunités. Et au lieu d'honorer ce souhait, ça nous a été caché. » Elle regarda directement Janet à nouveau. « Vous saviez, vous savez depuis des années. » Le visage de Janet était passé du rose au rouge à une nuance alarmante de violet. « Vous avez du culot, » siffla-t-elle. « Vous pavanez ici après avoir ignoré cette famille pendant 2 ans, faire des demandes. Je n'ai fait aucune demande. J'ai simplement informé que je sais sur des dispositions qui existent déjà. Des dispositions qui prennent l'argent de mes enfants. Et c'était là, la vérité qu'Emma avait soupçonnée. « Janet, » dit Richard doucement, « ça suffit. » « Non, ça ne suffit pas. » Janet se leva, tremblant.
Nous avons des dépenses, de vraies dépenses. Les frais de scolarité de Michael, l'école privée de Sarah, les paiements de maison, les cotisations du country club, l'image que nous devons maintenir pour vos affaires. » Elle se tourna pour faire face à Emma. « Vous pensez que vous pouvez juste vous présenter dans votre robe de magasin discount et votre histoire de pauvreté et prendre ce qui appartient à nos enfants? »« Janet, arrête, » dit David. Mais sa voix manquait de conviction. « Je n'arrêterai pas. Cette femme a détruit la vie de mon beau-frère. Elle l'a piégé avec sa grossesse, pris la moitié de ses biens dans le divorce, et maintenant elle en veut plus. » Emma sentit la honte familière s'insinuer. La voix dans sa tête qui disait que peut-être Janet avait raison, peut-être demandait-elle trop. Mais alors elle entendit autre chose. La voix de son père d'il y a des années. « Emma, bébé, il y a une différence entre être humble et laisser les gens marcher sur toi. Ne laisse jamais personne te convaincre que ta valeur dépend de leur approbation. » Emma se leva lentement. « Vous avez raison sur une chose, Janet. Je n'ai pas de vêtements chers ou une grande maison, ou les bonnes connexions sociales. Mais vous savez ce que j'ai? » Sa voix devint plus forte à chaque mot. « J'ai un fils qui sait que sa mère travaille 3 emplois pour garder de la nourriture sur la table et ne s'en plaint jamais. J'ai de l'intégrité, j'ai le respect des gens qui comptent, et j'ai quelque chose que vous n'avez manifestement pas. »« Quoi ?» ricana Janet. « La classe. » La pièce devint totalement silencieuse. « La vraie classe n'est pas à propos de où vous magasinez ou quelle voiture vous conduisez, » continua Emma. « Il s'agit de comment vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Il s'agit de défendre ce qui est juste même quand c'est difficile. Il s'agit d'élever des enfants pour qu'ils soient gentils plutôt qu'ayant droit. » Elle rassembla ses papiers. « Le fonds de fiducie de Lucas sera utilisé pour son éducation et son avenir. Mon héritage sera utilisé pour construire une vie stable pour nous deux. Pas parce que je suis avide, pas parce que j'essaie de prendre quelque chose à vos enfants, mais parce qu'un homme bien qui respectait mon père voulait s'assurer que nous allions bien. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Oh, et Janet, la prochaine fois que vous voudrez discuter de mon caractère et de mes circonstances en public, vous voudrez peut-être vous assurer de savoir qui écoute. » Elle les laissa assis dans un silence stupéfait. Le trajet de retour fut un flou. Les mains d'Emma tremblaient sur le volant. Avait-elle vraiment dit tout ça? Avait-elle vraiment tenu tête à Janet Reeves devant toute la famille? Son téléphone sonna avant qu'elle n'arrive même dans son allée. Monsieur Carlyle. « Madame Harper, je viens de recevoir un appel de Richard Harper. Il semble qu'il y ait eu quelques discussions sur l'accélération de votre processus d'héritage. » Emma rit, se surprenant elle-même. « J'imagine qu'il y en a eu. Comment vous sentez-vous? » Terrifiée, exaltée, comme si j'allais vomir. Ça semble juste. Se défendre n'est jamais facile, surtout contre des gens qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Ce soir-là, Emma alla chercher Lucas chez Maria où il restait après l'école les jours de travail. « Comment était ta journée, bébé? »« Bien. Maria m'a fait l'aider à planter des fleurs. Savais-tu que certaines fleurs reviennent chaque année toutes seules? On les appelle des vivaces. »« Vivacées », répéta Lucas soigneusement. « C'est un gros mot. Ça signifie quelque chose qui dure, quelque chose qui continue à revenir, année après année, devenant plus fort à chaque fois. » Lucas considéra ceci. « Comme comment tu continues d'aller au travail même quand tu es fatigué. » Emma sentit sa gorge se serrer. Quelque chose comme ça. « Maman, sommes-nous des vivaces ?» Emma regarda son fils dans le rétroviseur. Ce beau petit garçon résilient qui avait traversé tant de changements et d'incertitudes, avec tant de grâce. « Oui, mon chéri, je pense que nous le sommes. » Le processus légal avança rapidement une fois commencé. Richard, peut-être motivé par une culpabilité genuine ou juste un désir d'éviter un scandale public, coopéra pleinement. David signa les documents nécessaires sans argument, bien qu'il restât distant et mal à l'aise tout au long. Janet, cependant, était une histoire différente. Emma apprit de M. Carlyle que Janet avait consulté son propre avocat sur la contestation du testament.
Elle avait aussi fait plusieurs tentatives pour presser d'autres membres de la famille de prendre son parti. Mais les documents étaient blindés. William Harper avait été très clair sur ses intentions. 3 semaines après la réunion familiale, Emma reçut un appel qui changea encore tout. Ce n'était pas de M. Carlyle cette fois, c'était de Janet. « Nous devons parler », dit Janet sans préambule. « Je pense que nous avons dit tout ce qui avait besoin d'être dit. S'il vous plaît, Emma, je… » La voix de Janet se brisa. « J'ai besoin d'expliquer certaines choses. » Contre son meilleur jugement, Emma accepta de se rencontrer dans un endroit neutre. Un petit café du centre-ville, où elles avaient peu de chances de rencontrer quelqu'un de leurs cercles sociaux respectifs. Janet était déjà là quand Emma arriva. Elle semblait différente, plus petite d'une certaine façon. Ses cheveux parfaitement coiffés montraient des racines sombres, et son sac à main de créateur était un qu'Emma reconnut maintenant comme une contrefaçon de haute qualité. « Merci d'être venue », dit Janet doucement. Emma s'assit en face d'elle, attendant. « Je vous dois des excuses. D'accord. Pas seulement pour le gala, pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité depuis que David vous a amené dans la famille. Pour les choses que j'ai dites et faites pour vous faire sentir non bienvenue. » Emma resta silencieuse. Janet prit une respiration tremblante. « Vous aviez raison sur une chose. Je savais vraiment pour le testament de William. Je le sais depuis des années. » « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? » ?»« Parce que je me noie, Emma. » L'admission resta suspendue entre elles. Les affaires de Richard battent de l'aile depuis 3 ans. Nous avons vécu sur crédit et temps empruntés, essayant de maintenir les apparences. L'adhésion au country club, les écoles privées, la maison qu'on ne peut pas se permettre. Tout a été une façade. Les mains de Janet tremblèrent quand elle tendit la main vers sa tasse de café. Quand j'ai entendu parler de votre héritage, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que c'était de l'argent que mes enfants n'auraient pas. L'argent dont nous avions besoin pour éviter de tout perdre. Alors vous avez décidé que je ne le méritais pas ? J'ai décidé que vous n'en aviez pas autant besoin que nous. Janet rencontra les yeux d'Emma. Je me suis dit que vous étiez habitué à avoir moins, que vous ne manqueriez pas ce que vous n'aviez jamais eu. Emma ressentit un mélange de colère et de pitié. Qu'en était-il de ce que Lucas méritait, ce que mon père avait gagné à travers des années d'amitié loyale ? Je sais que c'était mal, mais le désespoir vous fait faire des choses terribles. Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement Emma. « Je ne sais pas. Richard ne sait pas à quel point les choses sont vraiment mauvaises. Les enfants ne savent pas. J'ai géré les finances, cachant les factures, faisant des paiements minimums sur les cartes de crédit juste pour nous maintenir à flot. » Janet regarda Emma avec quelque chose qui pouvait être de l'espoir. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander, aucun droit d'attendre quoi que ce soit de vous après ce que j'ai fait. Mais, y a-t-il un moyen? Pourrions-nous trouver un arrangement? Une sorte d'arrangement où peut-être… où votre héritage pourrait d'une manière ou d'une autre aider nos 2 familles. » Emma la fixa. « Vous voulez que je partage mon héritage avec vous? Je sais comment ça sonne, mais pensez-y. Lucas et mes enfants sont cousins. Cette famille qui se bat ne profite à personne. Si nous pouvions trouver un moyen de travailler ensemble… » Emma se leva brusquement. « J'ai besoin de réfléchir à ça. »« Bien sûr, je comprends. » Alors qu'Emma se dirigeait vers la porte, Janet l'appela. « Emma, pour ce que ça vaut, vous aviez raison sur la chose de classe. Vous avez quelque chose que je n'ai jamais eu. Quelque chose que je ne sais pas comment enseigner à mes enfants. » Emma se retourna. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Cette nuit-là, Emma ne put pas dormir. Elle se retrouva à penser aux familles et au pardon, et aux façons compliquées dont les gens se blessent par peur. Elle pensa à Lucas et comment elle voulait l'élever. Avec générosité d'esprit. Avec la compréhension que parfois les gens attaquent parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont méchants. Elle pensa à son père et ce qu'il ferait. Le lendemain matin, elle appela M. Carlyle. « Je veux organiser une réunion avec toute la famille, dit-elle. J'ai une proposition. »
2 jours plus tard, ils se rassemblèrent à nouveau dans le bureau de William Harper. Cette fois, l'atmosphère était différente, moins hostile, plus incertaine. Emma avait passé des heures à préparer ce qu'elle voulait dire. « J'ai réfléchi à ce que signifie être une famille », commença-t-elle. À propos de ce que William Harper avait vraiment l'intention quand il a fait des dispositions pour Lucas et moi. Elle regarda autour de la pièce. Je ne pense pas qu'il voulait créer de la division. Je pense qu'il voulait créer de la sécurité, pas seulement pour mon fils, mais pour les valeurs auxquelles il croyait. Loyauté, gentillesse. Prendre soin des gens qui comptent. Richard bougea dans sa chaise. Que suggérez-vous? Je suggère que nous trouvions un moyen d'honorer ses intentions, tout en adressant aussi les vrais besoins de cette famille. Emma sortit un dossier qu'elle avait préparé. Le fonds de fiducie de Lucas restera intact et sera utilisé uniquement pour son éducation et ses opportunités futures. C'est non négociable. Tout le monde hocha la tête. Quant à mon héritage, je propose de le diviser. La moitié ira vers la sécurisation de l'avenir de Lucas et moi. L'autre moitié ira dans un fonds d'urgence familiale, géré par M. Carlyle, pour aider tout membre de la famille faisant face à de réelles difficultés. Janet semblait sur le point de pleurer. Mais, continua Emma, ceci vient avec des conditions. La pièce se tendit. Premièrement, transparence financière complète. Plus de secrets sur les dettes ou les luttes. Si quelqu'un a besoin d'aide, il la demande honnêtement au lieu d'essayer de manipuler ou contrôler les autres. Elle regarda directement Janet. Deuxièmement, respect. Pour tous les membres de la famille, indépendamment de leurs circonstances, leurs emplois ou leur statut social. Lucas et moi faisons partie de cette famille, et nous serons traités comme tels. La voix d'Emma devint ferme. Troisièmement, responsabilité. Si quelqu'un viole ces accords, si quelqu'un traite un autre membre de la famille avec cruauté ou mal délibéré, il perd l'accès à toute ressource ou support familial. Elle ferma le dossier. J'offre de partager quelque chose que je n'avais pas à partager, mais je ne continuerai pas à exposer mon fils à des environnements où il pourrait apprendre que sa valeur dépend de l'approbation des autres. Richard regarda les documents qu'Emma avait préparés. C'est extraordinairement généreux. C'est ce que mon père aurait fait, c'est ce que William Harper aurait voulu, et c'est ce que Lucas mérite de voir des adultes dans sa vie. Le vote fut unanime. Même Janet leva la main en accord, les larmes coulant sur son visage. Mais le vrai changement se passa graduellement, au cours des mois qui suivirent. Emma s'inscrivit à des cours du soir pour finir son diplôme universitaire. Avec la sécurité financière pour la première fois en année, elle pouvait se concentrer sur construire une carrière, au lieu de juste survivre au jour le jour. Lucas rejoignit l'équipe de football à l'école. Emma était là pour chaque match, encourageant depuis les lignes de touche aux côtés d'autres parents, qui ne la voyaient plus comme une étrangère, mais comme une autre maman qui adorait son enfant. Janet entra dans le conseil de crédit et commença à voir un thérapeute pour adresser l'anxiété et le perfectionnisme qui avaient conduit tant de ses choix destructeurs. Elle et Richard eurent des conversations difficiles sur leur style de vie et priorités, finalement déménageant dans une maison plus modeste et trouvant la liberté dans l'honnêteté sur leur lutte. Les dîners de famille qu'Emma avait redoutés devinrent quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'ils étaient réels, authentiques d'une façon qu'ils n'avaient jamais été avant. Michael et Sarah, les adolescents de Richard, commencèrent à passer du temps avec Lucas. Ils lui enseignèrent des jeux de cartes et l'aidèrent avec ses devoirs. Il leur enseigna la résilience et trouvait de la joie dans les choses simples. David resta quelque peu distant, luttant avec sa propre culpabilité sur les années où il avait échoué à être présent pour son fils. Mais il fit des efforts, petit au début, puis plus gros alors que Lucas l'accueillait avec le cœur généreux que possèdent les enfants. 6 mois après ce premier gala, Emma se retrouva de nouveau au manoir Harper pour la fête du 7e anniversaire de Lucas. Mais cette fois, elle n'était pas debout au bord, espérant ne pas être remarquée. Elle était dans la cuisine avec Janet et la femme de Richard, Carole,
riant de quelque chose de stupide que Lucas avait dit. Elle portait une robe qu'elle avait achetée neuve, pas parce qu'elle devait prouver quelque chose, mais parce qu'elle voulait célébrer son fils dans quelque chose qui la faisait se sentir confiante et heureuse. Monsieur Carlyle avait pris sa retraite, comme il avait laissé entendre qu'il pourrait. À sa fête d'adieu, il tira Emma à part. Vous savez, dans toutes mes années de pratique du droit, j'ai vu l'argent détruire plus de familles qu'il n'en a aidé. Mais ce que vous avez fait, la façon dont vous avez choisi la générosité sur la vengeance, ça a restauré quelque chose dans cette famille qui avait été brisée pendant des années. Emma sourit. J'ai juste fait ce qui semblait juste. C'est exactement pourquoi ça a marché. Alors qu'Emma regardait Lucas souffler ses bougies d'anniversaire, entouré de cousins qui se souciaient maintenant genuinement de lui et d'adultes qui avaient appris à voir au-delà de leurs propres peurs et préjugés, elle pensa au voyage qui les avait amenés ici. Ça n'avait pas été facile. Il y avait encore des moments de tension, des fois où les anciens schémas menaçaient de refaire surface. Janet parlait parfois encore sans réfléchir. Richard retombait occasionnellement dans un comportement condescendant. David luttait pour être le père que Lucas méritait. Mais ils essayaient, tous. Et cet effort, cet engagement à la croissance et au changement, avait créé quelque chose de beau, à partir de quelque chose qui avait été brisé. Emma pensa aux fleurs vivaces que Lucas avait plantées avec Maria. Comment elles semblaient disparaître en hiver, mais revenaient toujours plus fortes, plus belles, plus résistantes qu'avant. Parfois la chose la plus difficile à propos de se défendre n'est pas la confrontation elle-même. C'est croire que vous méritez de prendre de la place dans le monde. C'est faire confiance que votre voix compte, que vos besoins sont valides, que votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la compréhension des autres. Pendant trop d'années, Emma s'était faite petite. Elle avait accepté des miettes et appelé ça de l'humilité. Elle avait enduré le manque de respect et appelé ça garder la paix. Mais la vraie paix, elle avait appris, vient des relations authentiques construites sur le respect mutuel et le soin genuin. Elle vient d'enseigner aux enfants que gentillesse et force ne sont pas des opposés. Elle vient de comprendre que parfois la chose la plus aimante que vous pouvez faire, c'est refuser de permettre le pire comportement de quelqu'un d'autre. L'héritage avait donné à Emma et Lucas la sécurité financière. Mais le vrai cadeau avait été découvrir sa propre valeur. Apprendre à parler pour elle-même et son fils. Trouver le courage d'exiger mieux et la sagesse d'offrir la grâce quand les gens prouvaient qu'ils pouvaient changer. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre garder la paix et défendre ce qui est juste? Ou quelqu'un a essayé de vous faire vous sentir petit à cause de vos circonstances, votre origine ou vos luttes? Si cette histoire vous émeut, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Il n'est pas toujours facile de trouver cet équilibre entre se battre pour soi-même et étendre la compassion aux autres. Le voyage d'Emma nous rappelle que nous pouvons être forts et gentils, que nous pouvons exiger le respect tout en offrant encore le pardon, que nous pouvons protéger nos enfants tout en leur enseignant la grâce. Les magnolias qui avaient été témoins de la première humiliation d'Emma au manoir Harper fleurissaient maintenant chaque année comme marqueurs de transformation. Ils rappelaient à tous ceux qui les voyaient que la beauté peut émerger d'environnements qui semblaient autrefois hostiles, que les racines peuvent pousser profondément même dans un sol difficile, que ce qui semble mourir en hiver peut revenir plus magnifique que jamais. L'histoire d'Emma ne se termine pas à la fête du 7e anniversaire de Lucas. Elle continue chaque jour alors qu'elle construit la vie dont son père rêvait pour elle. Chaque fois qu'elle entre dans une pièce la tête haute. Chaque fois qu'elle enseigne à Lucas que sa valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Chaque fois qu'elle choisit le courage sur le confort, la vérité sur la convenance, l'intégrité sur les réponses faciles. Parce que c'est à quoi ressemble la vraie classe. Pas les marqueurs superficiels que Jeannette prisait autrefois, mais la connaissance profonde et inébranlable que chaque personne a une dignité inhérente et mérite d'être traitée avec respect. Emma a appris que se défendre ne vous rend pas égoïste ou difficile, ça vous rend fort.
Et quand vous modélisez cette force pour vos enfants, vous leur donnez le plus grand cadeau possible, la connaissance qu'ils comptent, qu'ils méritent de bonnes choses, qu'ils ont le pouvoir de créer un changement positif dans leur propre vie et les vies des autres. L'histoire de la famille Harper devint un genre différent d'héritage que quiconque avait planifié. Pas seulement un de richesse et position sociale, mais un de croissance, rédemption, et le courage de faire mieux que les générations précédentes. Et Lucas? Lucas grandit en sachant que sa mère était une femme de force et grâce extraordinaire, que sa famille étendue, malgré leurs défauts, avait appris à aimer authentiquement, que l'argent pouvait fournir sécurité et opportunité, mais que le caractère pouvait fournir quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de dormir paisiblement la nuit, en sachant que vous avez vécu selon vos valeurs. Des années plus tard, quand Lucas fera face à ses propres défis, il se souviendra de la leçon que sa mère lui a enseignée à travers ses actions, que la gentillesse n'est pas faiblesse, que se défendre soi-même et les autres est une forme d'amour, et que parfois la chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est refuser d'accepter moins que ce que vous méritez, tout en étendant encore la compassion à ceux qui n'ont pas encore appris mieux. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Une situation où le besoin financier a rencontré la politique familiale, où la dignité personnelle s'est heurtée aux attentes sociales, où quelqu'un a dû choisir entre être confortable et être authentique? L'histoire d'Emma nous rappelle que ces moments de décision définissent non seulement nos propres vies, mais l'héritage que nous laissons à nos enfants et l'exemple que nous donnons à nos communautés. Son voyage de mère célibataire invisible à femme confiante qui connaissait sa valeur ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a nécessité du courage pour faire face à des vérités inconfortables, de la sagesse pour naviguer des dynamiques familiales complexes et la force de rester ferme dans ses valeurs même quand il aurait été plus facile de reculer. Mais peut-être plus important, ça a nécessité la reconnaissance que la vraie victoire ne vient pas de vaincre les autres ou prouver que vous êtes mieux qu'eux. Elle vient de créer de l'espace pour que chacun soit leur meilleur soi, d'offrir à la fois responsabilité et grâce, de comprendre que nous avons tous la capacité de grandir et changer si on nous donne les bonnes circonstances et supports. Les magnolias fleurissent encore chaque printemps à l'extérieur du manoir Harper. Mais maintenant ils fleurissent pour une famille qui a appris la différence entre réputation et caractère, entre apparence et authenticité, entre maintenir des façades et construire de vraies relations. Ils fleurissent pour Emma et Lucas, qui ont trouvé leur place non pas en se diminuant mais en se tenant droit dans leur vérité. Ils fleurissent pour Jeannette, qui a découvert que la vulnérabilité pouvait mener à la guérison, plutôt qu'à la faiblesse. Ils fleurissent pour nous tous qui nous sommes déjà sentis invisibles, sous-estimés ou rejetés à cause de nos circonstances, et qui avons besoin qu'on nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par les limitations ou peurs des autres. Si cette histoire a résonné avec vous, aimez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre le message d'Emma, que se défendre n'est pas égoïste, qu'exiger le respect n'est pas déraisonnable, et que tout le monde mérite d'être traité avec dignité indépendamment de son compte en banque, son titre de travail ou son adresse, parce qu'au final, c'est à ça que ressemble la vraie classe, et c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut choisir d'incarner, en commençant maintenant. 2 ans plus tard, Emma se tenait au même endroit où elle s'était autrefois sentie si petite et insignifiante. Mais cette fois, elle n'était pas là comme invitée réticente à l'événement de quelqu'un d'autre. Elle était là comme directrice nouvellement nommée de l'initiative éducative de la Fondation familiale Harper. L'ironie ne lui échappait pas. La femme qui avait autrefois été rejetée comme n'ayant aucune éducation, aucune classe, était maintenant responsable de superviser les bourses et programmes éducatifs pour les enfants défavorisés dans tout Savannah. Ça avait été l'idée de Richard, en fait. Pendant une de leurs réunions familiales maintenant régulières, il avait proposé d'étendre le travail de la Fondation au-delà des galas caritatifs traditionnels et événements de société. « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est de lutter », avait-il dit,
regardant directement Emma. Quelqu'un qui sait ce que ses enfants traversent. Quelqu'un qui ne jettera pas juste de l'argent sur les problèmes, mais comprendra les vraies barrières qu'ils affrontent. Janet avait été la première à seconder la motion. La transformation chez Janet avait été remarquable. Le conseil de crédit et la thérapie avaient aidé, mais Emma soupçonnait que le vrai changement était venu de quelque chose de plus simple. Le soulagement de ne plus avoir à prétendre, de ne plus avoir à maintenir une façade parfaite en se noyant dans les dettes et l'anxiété. Les enfants de Janet, Michael et Sarah avaient prospéré dans leur nouvel environnement. Michael excellait à l'université d'État sur une bourse académique qu'il avait gagnée sur son propre mérite, n'étant plus chargé par la pression d'aller dans un collège privé coûteux que sa famille ne pouvait pas se permettre. Sarah avait découvert un talent pour le service communautaire, faisant souvent du bénévolat aux côtés d'Emma dans les programmes locaux après l'école. Alors qu'Emma marchait dans le nouveau centre communautaire de la Fondation, elle s'émerveilla de combien les choses avaient changé. Le bâtiment, un entrepôt rénové dans l'un des quartiers les plus négligés de Savannah, bourdonnait d'activité. Les enfants travaillaient sur leurs devoirs sur des ordinateurs donnés. Les adolescents participaient à des programmes de préparation à l'emploi. Les parents assistaient à des cours d'alphabétisation financière et de préparation au diplôme d'équivalence. Lucas, maintenant 9 ans, passait souvent ses après-midi ici après l'école. Pas parce qu'Emma ne pouvait plus se permettre de garde d'enfants, mais parce qu'il aimait aider les plus jeunes enfants avec leur lecture. Emma le regarda patiemment épeler des mots avec un enfant de 6 ans, nommé Marcus, dont les circonstances lui rappelaient douloureusement ses propres luttes d'enfance. « Mademoiselle Emma ?» Marcus leva les yeux vers elle avec des yeux grands et curieux. Lucas dit que sa maman nettoyait des bureaux la nuit. C'est vrai? Emma s'agenouilla à côté des enfants. Oui, mon chéri, je le faisais. Je nettoyais des bureaux et servais aux tables et faisais beaucoup d'emplois différents pour prendre soin de Lucas. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les parents. Nous faisons tout ce qu'il faut pour prendre soin de nos enfants. Marcus hocha la tête solennellement. Ma maman travaille 3 emplois aussi. Elle semble être une femme très forte. Elle l'est, juste comme Lucas dit que vous l'êtes. Emma sentit la familière oppression dans sa gorge. Ces moments la surprenaient encore. La façon dont les enfants voyèrent de la force là où elle n'avait vu que lutte. La façon dont Lucas parlait de leur voyage, non pas avec honte, mais avec fierté. Plus tard ce soir-là, alors qu'Emma fermait le centre, elle trouva David qui attendait près de sa voiture. Ces visites étaient devenues plus fréquentes au cours de la dernière année. Pas les apparitions contraintes et liées aux devoirs d'avant, mais de genuines tentatives de se connecter avec son fils et, surprenamment, avec Emma. « Comment vont les choses ?» demanda-t-il, gesticulant vers le bâtiment. « Mieux que je m'y attendais. Nous devons en fait refuser certaines familles parce que nous n'avons pas assez d'espace. » David hocha la tête. Richard a mentionné ça. Il parle d'étendre le financement. Ils marchèrent vers la voiture d'Emma dans un silence confortable. C'était nouveau aussi, ce manque de tension entre eux. Le divorce avait été amer et douloureux, mais le temps et leur amour partagé pour Lucas les avaient aidés à trouver un genre différent de relation. Pas romantique, même pas particulièrement proche, mais respectueuse et coopérative. « Emma, je te dois des excuses, » dit David soudainement. Elle se tourna pour le regarder, surprise. « Pourquoi? Pour ne pas avoir tenu tête à Janet plus tôt, pour ne pas m'être battu plus fort pour toi et Lucas quand nous étions mariés, pour t'avoir laissé porter le fardeau du dysfonctionnement de notre famille quand j'aurais dû te protéger de ça. » Emma étudia son visage dans l'éclairage faible du parking. « Nous étions tous les deux jeunes, David. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Tu n'as pas fait l'erreur de choisir l'approbation de ta famille sur ta femme et ton enfant. Non, convint Emma doucement. Mais j'ai fait l'erreur de penser que l'amour suffirait à surmonter toutes nos différences, de ne pas parler quand j'aurais dû, de me faire de plus en plus petite en essayant de m'adapter dans un monde qui ne me voulait pas. » David fut silencieux pendant un long moment. « Penses-tu qu'on aurait pu faire que ça marche, si les choses avaient été différentes ?»
Emma considéra la question qu'elle s'était posée d'innombrables fois au cours des années. Je pense que nous étions deux personnes qui se souciaient l'une de l'autre, mais voulaient des choses fondamentalement différentes. Tu voulais maintenir ta place dans un monde où je ne me suis jamais senti confortable. Je voulais construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique. Mais maintenant je pense que nous sommes tous les deux exactement où nous devons être. Alors qu'Emma rentrait chez elle cette nuit-là, elle réfléchit à combien de vérité il y avait dans cette déclaration. Elle était exactement où elle devait être. Pas seulement professionnellement, pas seulement financièrement, mais émotionnellement et spirituellement. La femme qui s'était autrefois tenue au bord de l'allée Harper, ayant peur de prendre de la place, dirigeait maintenant des programmes qui affectaient des centaines de vies. La mère qui s'était inquiétée de l'avenir de son fils le regardait maintenant grandir en un jeune homme confiant et compatissant, qui comprenait à la fois privilège et lutte. La fille de Thomas Mitchell portait maintenant l'héritage de son père de gentillesse et service, mais à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quand Emma arriva chez elle, elle trouva Lucas à la table de la cuisine, travaillant sur un projet d'école sur l'histoire familiale. « Maman, peux-tu me dire plus sur grand-papa Thomas ?» demanda-t-il, levant les yeux de son panneau d'affichage. Emma s'assit à côté de lui, regardant les photos qu'il avait arrangées. Thomas dans ses vêtements de travail, souriant fièrement sur un chantier. Thomas avec Emma à sa remise de diplôme du lycée. Thomas tenant bébé Lucas juste des semaines avant sa crise cardiaque. Que veux-tu savoir? Madame Peterson dit que je devrais écrire sur ce qui rend notre famille spéciale. Mais je ne sais pas quoi écrire. Emma sourit. Qu'est-ce que tu penses qui rend notre famille spéciale? Lucas considéra ceci sérieusement. Eh bien, tu es vraiment forte, et tu aides beaucoup de gens. Et même si nous n'avions pas toujours beaucoup d'argent, tu t'es toujours assuré que j'avais ce dont j'avais besoin. Est-ce ce qui rend notre famille spéciale? Je le pense. Et aussi, nous n'abandonnons pas, même quand les choses sont difficiles. Emma sentit cette familière montée de fierté et d'amour. Ce sont de très bonnes observations. Quoi d'autre? Nous pardonnons aux gens. Comme comment tu as pardonné à tante Janet, même après qu'elle ait été méchante avec toi. Et comment toi et papa êtes amis maintenant, même si vous avez divorcé. Ce sont des choses importantes à retenir. Lucas prit son crayon et commença à écrire. Je pense que je vais écrire sur comment grand-papa Thomas t'a enseigné à être gentille et forte, et comment tu m'enseignes la même chose. Alors qu'Emma regardait son fils travailler, elle pensa au cycle qu'on crée dans les familles. Comment la douleur peut être transmise à travers les générations, mais aussi la force. Comment choisir le pardon ne signifie pas accepter le mauvais traitement, mais plutôt refuser de laisser les blessures des autres devenir les siennes. Plus tard cette nuit-là, après que Lucas fut endormi, Emma se retrouva debout sur sa petite véranda arrière, regardant les étoiles. C'était un rituel qu'elle avait développé au cours des années, ces moments de réflexion silencieuse avant le coucher. Elle pensa à la femme qu'elle avait été à ce premier gala. Combien désespérément elle avait voulu être acceptée, être vue comme digne d'appartenir à la famille Harper. Comment elle avait internalisé leurs jugements et les avait fait siens. Elle pensa à son père et comment il aurait réagi à la cruauté de Janet. Pas avec une cruauté correspondante, elle le savait, mais avec le genre de dignité tranquille qui fait examiner aux gens leur propre comportement. Elle pensa à la lettre de William Harper, qu'elle gardait encore dans sa boîte à bijoux. Ces mots sur la gentillesse et le caractère étaient devenus une pierre de touche pour elle, un rappel que la valeur n'est pas quelque chose que les autres vous confèrent, mais quelque chose que vous portez en vous. 3 mois plus tard, Emma reçut une invitation qui testerait tout ce qu'elle avait appris sur le pardon et la grâce. Madame Patterson, la femme qui avait participé à la session de commérage de Janet à ce premier gala, organisait une collecte de fonds pour sa propre charité. L'invitation était formelle et élégante, exactement le genre d'événement qu'Emma avait autrefois redouté. Mais Madame Patterson avait ajouté une note manuscrite. « Chère Emma, je sais que ceci peut sembler présomptueux étant donné notre histoire, mais j'ai suivi votre travail avec la Fondation Harper.
Je serais honoré si vous considériez parler à notre événement sur vos expériences avec l'inégalité éducative. Je crois que votre voix est exactement ce que notre communauté a besoin d'entendre. Margaret Patterson. Emma fixa l'invitation pendant longtemps. Une partie d'elle voulait décliner. Madame Patterson avait été cruelle cette nuit-là, rejoignant l'assassinat de caractère de Janet sans hésitation. Mais une autre partie d'elle reconnut une opportunité. Pas pour la vengeance, mais pour l'éducation. Pour le genre de construction de pont que son père aurait tenté. Elle appela Madame Patterson directement. « Madame Patterson, c'est Emma Harper. J'ai reçu votre invitation. » « Oh Emma, je suis si contente que vous ayez appelé. Je n'étais pas sûre que vous le feriez. Je serai honnête, je suis surprise que vous m'ayez invité. » Il y eut une pause. « Je vous dois une explication. Et probablement des excuses. Vous ne me devez rien. Si, je vous dois. Cette nuit au manoir Harper, la façon dont j'ai participé aux commentaires de Janet sur vous et vos circonstances, c'était cruel et inutile. » Emma attendit. « J'ai regardé ce que vous avez accompli au cours des 2 dernières années, les programmes que vous avez développés, les familles que vous avez aidées. J'ai réalisé que mes jugements cette nuit-là en disaient bien plus sur mon caractère qu'ils n'en disaient sur le vôtre. Qu'est-ce qui a changé votre opinion ? » « Ma petite fille, » dit Madame Patterson simplement. « Elle a eu son diplôme du lycée l'année dernière, mais elle n'était pas prête pour le collège. Elle avait besoin de temps pour mûrir, pour comprendre ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle a trouvé un emploi dans un café pour économiser de l'argent et gagner un peu d'indépendance. Emma pouvait deviner où cette histoire allait. Le mois dernier, j'ai entendu par hasard des femmes au country club discuter sa situation. Elles ont utilisé un langage similaire sur elle à celui que j'avais utilisé sur vous. L'ont appelée sans direction et ont suggéré qu'elle manquait de direction et de motivation appropriée. Je me suis senti malade en les écoutant démolir une jeune femme qu'elle connaissait à peine. La voix de Madame Patterson devint épaisse d'émotion. C'est là que j'ai réalisé ce que nous vous avions fait. Comment nous avions rejeté vos luttes et votre force avec une telle cruauté désinvolte. Comment nous avions jugé votre valeur basée sur vos circonstances plutôt que votre caractère. Emma ressentit un mélange complexe d'émotions. Validation pour la douleur qu'elle avait vécue, mais aussi compassion pour une grand-mère qui avait appris une leçon difficile. J'apprécie votre honnêteté, Madame Patterson. Considéreriez-vous parler à notre événement? Pas parce que je pense que vous devez quelque chose à notre communauté, mais parce que je pense que nous avons beaucoup à apprendre de vous. Emma pensa à Lucas, aux leçons qu'elle voulait lui enseigner sur la grâce et la croissance. « Je le ferai, » dit-elle, « mais à une condition. » « Laquelle ? Je veux amener certains de nos participants au programme avec moi. Pas comme exemples ou témoignages, mais comme voix égale dans la conversation. Si nous allons parler d'inégalité éducative, les gens qui la vivent devraient faire partie de la discussion. Bien sûr, c'est exactement ce dont nous avons besoin. La nuit de la collecte de fonds de Madame Patterson, Emma se tenait devant un public de l'élite sociale de Savannah. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À côté d'elle étaient assis 3 adolescents des programmes du centre communautaire, 2 mères célibataires des classes d'éducation des adultes, et la mère de Marcus, qui avait récemment terminé son diplôme d'équivalence. Emma regarda la foule, reconnaissant beaucoup de visages de cette nuit 2 ans plus tôt. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres paraissaient genuinement intéressés. « Il y a 2 ans, je me suis tenu dans une pièce très semblable à celle-ci, » commença Emma. « Mais je n'étais pas debout à un podium. J'étais debout au bord de la pièce, espérant ne pas être remarqué, pendant que des gens que je connaissais à peine discutaient mon caractère et mes circonstances comme divertissement. » Un murmure parcourut l'audience. Cette nuit-là, j'ai appris quelque chose d'important sur la différence entre charité et justice. La charité, c'est ce qui arrive quand des gens avec des ressources décident d'aider des gens sans elles. La justice, c'est ce qui arrive quand nous reconnaissons que tout le monde mérite dignité, respect et opportunité, indépendamment de leurs circonstances actuelles. Emma gesticula vers le panel à côté d'elle.
Ce soir, je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires sur les pauvres méritants ou pour vous faire vous sentir bien sur vos contributions à de dignes causes. Je suis ici avec ces individus remarquables pour parler de partenariat, d'écoute, de la différence entre aider et autonomiser. Pendant l'heure suivante, le panel partagea leurs expériences avec l'éducation, l'emploi et les barrières qu'ils avaient rencontrées. La mère de Marcus, Rosa, parla éloquemment de jongler 3 emplois tout en poursuivant son diplôme d'équivalence. Jasmine, 17 ans, discuta les défis d'être la première dans sa famille à considérer le collège. La mère célibataire Carole parla du stigma d'aller au collège communautaire dans sa trentaine. Mais ils parlèrent aussi de leurs rêves, leurs accomplissements, leurs contributions à leur communauté. L'audience écouta avec une attention qu'Emma n'avait jamais vue à ces types d'événements. Ce n'étaient pas des statistiques distantes ou des histoires tristes. C'étaient des voisins, des membres de communautés collègues, des gens avec des noms et visages et vies complexes. Pendant la période de questions-réponses, une femme qu'Emma ne reconnut pas leva la main. « Ceci a été très éducatif », dit-elle. « Mais je dois demander, quelle est la différence entre ce que vous décrivez et ce que nous avons toujours fait ? Nous avons toujours soutenu des bourses et collecte de nourriture et dons de vêtements. » Rosa se pencha en avant pour répondre. « Madame, quand mon fils Marcus avait besoin de fournitures scolaires, la charité lui a donné un sac à dos et quelques carnets. C'était utile, et j'étais reconnaissante. Mais quand le programme de Mademoiselle Emma a commencé, Marcus n'a pas juste eu des fournitures. Il a eu un tuteur qui l'a aidé avec la lecture. Il a eu de la confiance. Il a eu la croyance qu'il pouvait réussir. » Elle fit une pause, regardant directement la femme qui avait posé la question. La charité a traité les symptômes. Le programme a traité la cause. Après l'événement, Emma se retrouva entourée de gens voulant en apprendre plus sur le travail de la fondation, voulant faire du bénévolat, voulant s'associer plutôt que simplement donner. Madame Patterson s'approcha alors que la foule s'amincissait. « Merci », dit-elle simplement. « J'ai appris plus ce soir que dans des années de ces événements. Merci d'avoir été ouverte à apprendre. » « Oui, Emma, puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Emma hocha la tête. « Comment avez-vous fait? Comment nous avez-vous pardonné? Comment avez-vous transformé quelque chose de si douloureux en quelque chose de si positif ?» Emma pensa à la question. « J'ai eu de bons professeurs. Mon père m'a enseigné que s'accrocher à la colère ne fait mal qu'à soi-même. Mon fils m'a enseigné que les enfants apprennent plus de ce qu'on fait que de ce qu'on dit. Et honnêtement, Jeannette m'a aussi enseigné quelque chose d'important. Quoi? Elle m'a enseigné que les gens qui agissent par peur et désespoir font souvent des choses terribles. Mais ça ne fait pas d'eux des gens terribles. Ça fait d'eux des gens qui ont besoin de compréhension et support pour faire mieux. » Madame Patterson hocha lentement la tête. « J'espère que je peux apprendre à voir le monde comme vous le faites. Vous pouvez. Vous avez déjà commencé en m'invitant ici ce soir. » Alors qu'Emma rentrait de la collecte de fonds, elle réfléchit au voyage qui l'avait amenée à ce point. D'une femme ayant peur de prendre de la place à quelqu'un qui pouvait commander une pièce. De quelqu'un qui acceptait le manque de respect pour maintenir la paix à quelqu'un qui exigeait dignité tout en étendant la grâce. Mais peut-être plus important, de quelqu'un qui se voyait comme séparé de la communauté, qu'il avait rejeté à quelqu'un qui comprenait que les communautés ne sont aussi fortes que leur engagement à élever tous leurs membres. Lucas dormait quand elle rentra chez elle, mais il lui avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. « Maman, je suis fier de toi d'aider les gens à apprendre à mieux voir. Amour, Lucas. » Emma sourit, pliant soigneusement le mot et l'ajoutant à la collection qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau. Toutes les façons dont son fils avait appris à voir force au lieu de lutte, service au lieu de sacrifice. Elle pensa à la lettre de William Harper, à l'héritage de son père, aux magnolias qui fleurissaient chaque printemps indépendamment de la dureté de l'hiver précédent. Certaines histoires se terminent par des confrontations dramatiques et des victoires décisives. Mais l'histoire d'Emma était différente. Il s'agissait du travail lent et régulier de construire un monde meilleur, du courage de continuer à se présenter, continuer à dire la vérité,
continuait à étendre à la fois responsabilité et grâce. Il s'agissait de comprendre que la vraie classe n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez ou quelque chose que vous pouvez acheter. C'est quelque chose que vous choisissez chaque jour, dans la façon dont vous traitez les autres et comment vous vous déplacez dans le monde. Alors qu'Emma se préparait pour le lit cette nuit-là, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit quelque chose qu'il lui avait fallu des années pour reconnaître. Une femme de valeur. Pas à cause de son compte en banque ou son titre de travail ou son adresse, mais à cause de ses choix. Ses décisions quotidiennes d'être gentille mais pas faible, généreuse mais pas naïve, pardonnante mais pas stupide. Demain apporterait de nouveaux défis. Il y aurait plus de familles à servir, plus de barrières à surmonter, plus de gens à enseigner sur la différence entre charité et justice. Mais ce soir, Emma Harper, fille de Thomas Mitchell, mère de Lucas Harper, directrice de la fondation familiale Harper, s'endormit en sachant qu'elle était exactement où elle appartenait. Pas parce que quelqu'un d'autre lui avait donné la permission d'être là, mais parce qu'elle avait réclamé sa place avec courage, dignité et grâce. Et à l'extérieur de sa fenêtre, les magnolias bruissaient dans la douce brise du soir, leurs bourgeons se préparant pour une autre saison de beauté impossible, une autre année de prouver que la croissance la plus magnifique vient souvent des racines les plus profondes et la résistance la plus forte. L'histoire continue chaque jour, dans chaque choix de voir les gens comme ils sont vraiment plutôt qu'à travers le prisme de préjugés et suppositions, dans chaque décision d'offrir partenariat au lieu de charité, compréhension au lieu de jugement. Elle continue en Lucas, qui grandit en comprenant que force et gentillesse ne sont pas des opposés, que se défendre soi-même et les autres est une forme d'amour, que chaque personne mérite dignité indépendamment de ses circonstances. Elle continue en Jeannette, qui apprit que la vulnérabilité pouvait mener à la guérison, que l'honnêteté pouvait mener à la liberté, que la valeur ne se mesure pas par les apparences, mais par les actions. Elle continue en David, qui découvrit qu'être un bon père signifiait plus que fournir support financier, que le respect se gagnait à travers présence et authenticité plutôt que position et statut. Elle continue dans toutes les familles servies par la Fondation, qui apprennent que leurs rêves et aspirations sont valides, que leurs enfants méritent les mêmes opportunités que les enfants nés dans le privilège, que l'éducation et le support peuvent briser des cycles de pauvreté et limitation. Et elle continue en chacun de nous, chaque fois que nous choisissons de voir au-delà de nos suppositions, chaque fois que nous offrons dignité au lieu de charité, chaque fois que nous nous souvenons que la vraie classe se mesure non pas par ce que nous avons, mais par comment nous traitons ceux qui ont moins. Parce qu'au final, c'est ce que l'histoire d'Emma nous enseigne, que les transformations les plus puissantes n'arrivent pas à travers des gestes dramatiques, mais à travers des choix quotidiens d'être meilleurs que nous étions hier, à travers le courage de défendre ce qui est juste, la sagesse d'étendre la grâce quand les autres sont prêts à changer, et la force de continuer à fleurir, saison après saison, peu importe combien dur l'hiver précédent aurait pu être. C'est l'héritage de la fille de Thomas Mitchell, c'est la leçon des magnolias, c'est la promesse qui jaillit éternelle dans le cœur humain, que la croissance est toujours possible, que la dignité est toujours disponible, et que la vraie classe est toujours à notre portée, si nous sommes assez braves pour la réclamer.